Bonjour à tous et bienvenue dans Les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors, premier épisode en ce début d'année 2025, donc on va commencer par quelque chose, c'est de vous souhaiter la bonne année. Il est encore temps, on espère bien évidemment que vous avez passé un bon réveillon, de bonnes fêtes, pas trop mangé, que vous avez été gâtés par le Père Noël. On profite de ce début d'année aussi pour annoncer qu'on a passé la barre des 2000 abonnés sur la chaîne. Donc on est assez content de ça. Ça a été une année 2024 assez forte pour nous. Et on est ravis de redémarrer en ce début d'année avec vous. C'est l'épisode 19 aujourd'hui. Donc on va tout simplement démarrer avec le programme. Alors le programme du jour, on a Nvidia qui fait son show au CES. Voilà, il y a eu le CES, tu nous rappelleras ce que c'est, bien évidemment, Kevin, mais on reprend par les bonnes habitudes la petite news hardware. Nos amis de chez Nvidia qui annoncent des choses assez révolutionnaires. Je pense qu'ils vont être très compétitifs aujourd'hui sur le marché tout au long de cette année. Ensuite, on ira voir un sujet assez simple. On l'a appelé « Dis papa, c'est quoi une AI Skills ?» Moi, Benjamin, c'est la dure tâche de nous expliquer. Peut-être votre père surtout déjà. Voilà, je viens de t'annoncer quelque chose en 2025, désolé. Tu nous expliqueras ce qu'est les AI Skills en termes de fonctionnalité dans Fabric. Yes. Ensuite, on ira sur un sujet Microsoft 365 avec Kevin, on reviendra avec toi. Alors, il y a un produit qui change de nom, a priori, c'est celui dont on ne dira plus le même nom. Ce qui se cache derrière. On ira sur Beyond the Limit avec Romain sur l'enjeu de la Power Platform, Copilot Studio, les agents, à peu près tout ce que tu veux. Je crois que tu as pas mal de choses à nous raconter, Romain. Et on finira sur ces fameux agents avec moi. Je vous expliquerai un peu le mouvement que fait Azure Foundry, le monde Azure autour de ce qu'on appelle le monde agentique aujourd'hui pour conclure ce programme. On démarre tout doucement, tout simplement, Kevin, avec toi, avec l'ouverture sur le monde hardware, très lié, comme on le sait, à le monde de l'AI. Est-ce que Nvidia a pu nous annoncer en ce début d'année? Yes. Alors, en fait, comme chaque... Vimar, je me fais en plus appeler Vimar. On commence comme ça le début d'année, Antoine, c'est ça. Et tu oses couper tout le monde. Et voilà, on va régler le micro. C'est bon? On devient rouillé, c'est ça ce que tu es en train de nous dire. Après les vacances de Noël. Comme c'est des nouveaux micros aussi, c'est plus dur. C'est le problème, quand il y a trop de Kevin, tu sais plus comment les appeler, tu te prends pour les joueurs de foot, quoi. Vas-y, Kevin. Du coup, en fait, à chaque début d'année, il y a un gros événement à Las Vegas qui s'appelle le CES, le Consumer Electronics Show. Et là-bas, en fait, il y a tous les acteurs, pas forcément de la tech, mais de l'électronique, qui vont s'y présenter leurs nouveaux produits, leur roadmap pour l'année. Ça va de l'aspirateur à Nvidia. Donc c'est très large. C'est large. C'est ultra large. Il y a des constructeurs automobiles, il y a un peu de tout. Les balances connectées. Il y a la totale. C'est tout ce qui est nouveauté électronique. Exactement. C'est vraiment le showroom de l'innovation. C'est le rendez-vous de l'année en fait pour tout le monde. Moi, je retiens surtout du CES le nouveau robot aspirateur qui a un bras mécanique pour ramasser tes chaussettes. On l'a tous vu. Je me suis dit, c'est trop bien. Et on s'est tous posé la question de est-ce que ça sert vraiment, ça? Bon, on passe, mais je l'ai vu celui-là très sympa. Donc voilà. Donc en parallèle de cet aspirateur, il y avait l'événement de Nvidia, donc qui a tenu une conférence de 1h30 que j'invite tout le monde à regarder parce qu'elle est vraiment passionnante. Mais après, je pense que je suis un peu détraqué. Et du coup, à l'intérieur, ils ont quand même annoncé pas mal de choses. Déjà, ils ont assis leur position en tant que leader, en fait, comme acteur de l'intelligence artificielle. Parce que quand tu as le PDG qui arrive et que c'est plus mouvementé, on va dire, où tu as plus d'ambiance qu'une conférence Apple ou Microsoft ou Google, c'est quand même incroyable. D'ambiance à la conférence Nvidia qu'à la keynote d'Apple. Sachant que les dernières keynotes d'Apple, elles sont enregistrées à l'avance. Pas dingue. Et elles sont enregistrées à l'avance, en fait, donc t'as pas d'ambiance. Donc il arrive comme une rockstar et tout. Et donc ce qui était intéressant en fait dans cet événement, c'est que déjà il a annoncé une roadmap sur l'IA, la vision de Nvidia par rapport à l'industrie de l'IA. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il part en fait du point de départ où pour la première fois des chercheurs ont vu que des produits Nvidia pouvaient être utilisés pour développer l'intelligence artificielle. C'est ce qui a donné naissance au machine learning. Et du coup il dit voilà. Avec l'IA, on a déjà commencé par avoir ce qu'on appelle de la perception IA, c'est-à-dire du speech to text, quand tu parles et que ça se transcrit avec du texte, que ça reconnaît des images, ça analyse. Et de là, ça a permis à donner naissance ensuite à de l'IA générative. Donc pouvoir générer du contenu à partir de ce sur quoi il a été entraîné. Donc des images, du texte, de la vidéo, des molécules, tout un tas de choses.
Et là, ce qu'ils voient pour la suite, et on l'avait déjà pas mal annoncé l'année dernière, c'est qu'il y a l'ère agentique qui arrive dans l'intelligence artificielle. Si l'IA générative, ça s'est un peu démocratisé, on va dire, l'année dernière. Là, l'année 2025, je pense que ça va être un gros tournant au niveau des agents. Vivement le sujet agentique. C'est ça. On regarde sur la fin, j'en parle pas trop. Bien. Mais voilà, en gros, les agents, c'est avoir plusieurs IA qui vont être spécialisés, qui vont commencer à réfléchir, qui vont commencer à traiter des choses entre elles, faire des actions au-delà que de la génération de contenu. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'après l'ère agentique, ça va permettre de débloquer ce qu'ils appellent l'IA physique, donc l'IA matérialisée dans le monde réel à travers des robots, donc on en avait parlé aussi l'année dernière, et des voitures autonomes. Donc ça, c'est les deux exemples qu'il prend, mais ça va encore plus loin. Et du coup, il dit que par contre, avec ça, le problème qui va se lever, c'est le problème de la puissance. C'est que les modèles deviennent de plus en plus complexes, et on est passé d'un modèle où en fait on entraînait, après des modèles sur lesquels on donnait du feedback suite à l'expérimentation réelle, à des modèles qui vont de plus en plus réfléchir pour pouvoir réaliser des actions qui se rapprochent un peu du comportement humain. Donc c'est les enjeux de l'agentique, et c'est ce qu'on a commencé à voir déjà l'année dernière. Ramasser les chaussettes, j'avais pas vu. C'est ce qu'on a commencé à voir l'année dernière avec des modèles comme O1 qui privilégient la réflexion plutôt que la vitesse de réponse. Oui, exactement. Et donc à ça, ils ont dit, leur vision, c'est que eux, Nvidia, ils se positionnent comme une grosse usine à production de tokens. Donc ils disent, aujourd'hui, quand on utilise des IA génératives comme Copilot, comme ChatGPT, etc., parce que tout passe par des machines Nvidia, c'est qu'aujourd'hui, ils doivent générer tout un tas de tokens pour répondre à nous. Donc ils disent, aujourd'hui, on n'a aucun problème pour générer 20 tokens par seconde. Ils amènent de la capacité, quoi. Et ils amènent la capacité. Ils disent, aujourd'hui, on n'a aucun problème pour délivrer 20 tokens par seconde. C'est à peu près le nombre de tokens à laquelle un humain lit, en fait. Mais ils disent qu'au fur et à mesure qu'on va avoir des agents qui vont se multiplier, en fait, cette limite de 20 tokens par seconde, on s'en fiche. Il va falloir augmenter la cadence parce que les agents n'ont pas les mêmes contraintes physiques qu'un être humain. C'est pas limité à... Il faudra que tes process se réalisent le plus vite possible. Donc, en fait, pourquoi avoir une limite humaine? Et surtout les agents qui appellent les agents. C'est ça, les agents qui appellent des agents. En fait, ça... Du coup, ça doit aller très vite, et ils disent il va y avoir un problème d'un point de vue ressources, parce qu'en fait, ils voient ça comme une usine. Bien sûr. Dans toute usine, tu essaies de maximiser le rendement tout en réduisant et en limitant les coûts de production. Et donc là, aujourd'hui, le principal coût de production de ça, c'est le coût des infrastructures et le coût énergétique. Bien sûr. Donc déjà, d'une génération à l'autre, ils ont divisé par 4 la quantité d'énergie nécessaire pour un traitement donné, donc pour une unité de calcul, ce qui est pas mal. Donc ils disent ça, c'est l'un des principaux enjeux. Donc ça, c'est le principal enjeu du hardware, donc ils ont fait pas mal d'annonces là-dessus. Et l'autre enjeu, c'est qu'est-ce qu'on met en place comme service pour justement débloquer ces cas d'usage agentiques. Et donc, ils se positionnent un peu comme un Microsoft, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une alternative, mais c'est une alternative qui est open source, mais qui est aussi présent côté Azure. Donc des clients qui sont côté Azure peuvent aussi bien utiliser des modèles agentiques et la vision agentique proposée par Microsoft, aussi bien utiliser celle de Nvidia ou faire un mélange des deux. C'est ce qui est intéressant. Tout l'exercice qu'ils ont, c'est qu'ils ont été masqués au début, même si Microsoft les avait mis bien en avant. C'était un peu le fournisseur de hardware. Le hardware, c'est ça. Mais petit à petit, le virage AI, c'est Microsoft qui le menait. Et ce que je trouve intéressant, avant de te laisser continuer, dans ce que tu viens de montrer, les fameux graphes de période, d'un point de vue exercice de style dans les keynotes, ils sont hyper importants. Ouais. Parce que quand tu fais ça, en général, tu montres que tu marques un tournant dans l'histoire. Et là, ce qu'ils te disent, c'est globalement, IA générative, on était acteurs, mais c'était pas nous. L'agentique, peut-être non plus. Nous, on est déjà sur l'étape d'après, on vous donne un nom et on vous dit où est-ce qu'on commence à travailler pour la suite. Donc, en gros, ils sont en train de créer l'avenir qui les intéresse, quoi. Et ce qui est ultra intéressant, je trouve, c'est qu'ils se positionnent un peu, d'une certaine manière, et moi, c'est un peu l'impression que ça m'a donné, comme un peu un Apple, où Apple, eux, ils maîtrisent le hardware, ils font le software, le service, tout ce qui va avec, mais eux, ils sont fermés vraiment dans leur écosystème. Ils sont dans leur truc. Là, Nvidia, en fait, ils font le hardware, du coup, ils maîtrisent, donc ils font le software et les services, mais qui distribuent ensuite pour qu'ils puissent être utilisés. Donc, c'est un espèce d'hybride entre, finalement, Apple et Microsoft, comment ils se positionnent. Et un exemple à ça, c'est les nouveautés en termes d'agents. Donc, ils ont déployé tout un écosystème, en fait, d'IA générative. Donc, il y a ce qu'ils appellent des Nvidia NIM. Donc, en fait, ce sont des services d'IA génératifs qui sont prêts à l'emploi et qui peuvent être personnalisés. Donc, tu as, par exemple, la capacité de générer des images, comme on a côté OpenAI avec DALL-E. Donc, ça, c'est classique. Ils s'alignent finalement. C'est ça. On va mettre à dispo des petits modèles avec le leur. Tout sur chaque thématique. Quoi. Au-dessus de ça, ils ont ce qu'ils appellent des Nvidia NIMO. Et ces Nvidia NIMO, ce sont des compétences d'agents
qui sont prêtes à être utilisées, que tu peux IA. personnaliser en fonction de ton contexte d'entreprise. Donc par exemple, tu as un agent qui est là pour évaluer les réponses d'un autre agent ou d'une autre IA générative, tu vois. C'était le clin d'œil au chat. C'est ça. Et au-dessus de ça, ils ont des agents déjà réglés, prêts à l'emploi, que tu peux utiliser. Donc tu as des agents pour la finance, des agents pour la compta, ce genre de choses. Donc ça, c'est un premier exemple de ce qu'ils proposent. Et tout ça, ça repose sur des LLM qu'ils ont entraînés eux-mêmes. Donc ils ont pris Llama 3.1 comme base de travail. Okay. Et ensuite, ils les ont, entraînés. Qui est open source et qu'ils ont entraîné par-dessus. Et ils proposent 3 déclinaisons. Une version nano, donc qui est pensée pour être exécutée localement. Et ça qui est intéressant par rapport à tout ce que je vais dire après sur la robotique, etc. Et à la version intermédiaire qu'ils appellent super. Et la version ultra, qui est plus pensée pour les gros data centers où finalement, comment dire, t'es pas limité par la puissance de ta machine sur laquelle tu exécutes. Et là, c'est pas anodin non plus, c'est qu'ils choisissent Llama comme modèle open source. C'est-à-dire que malgré leur partenariat avec Microsoft, ils auraient pu choisir un Phi qui est open source aussi. Ouais. Ils ont pris celui de chez Llama. Meta. Alors, un petit truc. C'est ça. Alors ça, c'est une des nouveautés. L'autre nouveauté, c'est leur vision sur la partie AI PC. Donc l'année dernière, on en avait parlé, Microsoft a rebrandé un peu ses PC, ils ont appelé ça des Copilot Plus PC. Oui. Ils ont mis des NPU, etc. à l'intérieur pour que Copilot et les traitements d'IA soient plus rapides et localisés sur le PC. Donc NVIDIA, oui, ils ont une vision un peu différente. Ils disent, nous aussi, on voit que l'IA va de plus en plus être omniprésente, aussi bien sur les smartphones que sur les PC. Il y a un enjeu en termes de ressources, donc il le disait plus haut que de toute façon, tu es limité à un moment au niveau des ressources. Donc à un moment, il faut trouver d'autres manières d'optimiser. Et ils disent que Windows, c'est une plateforme qui est intéressante, mais c'est pas l'OS, il n'est pas en soi adapté. Il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait pour ça, il n'est pas adapté pour les traitements d'IA. Et c'est pour ça que la plupart des développeurs et des chercheurs privilégient les plateformes Linux, parce qu'il y a tous les outils, tous les frameworks qui sont là-dedans. Exactement. Et donc NVIDIA, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un partenariat finalement avec Windows, et ils disent qu'il y a une fonctionnalité dans Windows qui est très peu connue, qui s'appelle WSL, c'est pour Windows Sub Linux System. En fait, c'est une virtualisation de Linux qui peut tourner sur ton PC Windows. Donc, eux, ils ont annoncé leur compatibilité de tout leur écosystème agentique, tout leur framework qu'on appelle CUDA pour traitement d'intelligence artificielle générative, sur WSL2. Okay, donc tu peux le faire tourner. C'est ça. Donc les développeurs, déjà, ils ont accès à ça. Et eux, leur vision long terme, c'est qu'ils disent, aujourd'hui, dans Windows, on a des API pour la vidéo, le son, les cartes graphiques, enfin la totale. Et ils disent que demain, leur vision, c'est de proposer des API génératives, ils appellent ça. Et donc au même niveau en fait, de l'OS, tu es les agents qui sont parfaitement intégrés au même niveau, mais via WSL2. Okay. Donc, c'est une vision de long terme, c'était très court. Oui, c'est une manière de se positionner. Sachant que Microsoft va sortir de toute façon un Windows prévu pour ça. Moi, du coup, je me dis, voilà. Ouais, mais ils amènent le change. C'est ça. Nvidia sort son truc, mais Microsoft va forcément ça m'étonnerait pas que les deux, peut-être, ils bossent ensemble en fait et génèrent leur truc. Tu avais une partie sur la physique, je crois, pour terminer. Ouais, pour terminer. Donc, et ça, c'est ce qui m'a un peu bluffé. C'est qu'ils disent, OK, donc on a tout Windows, etc. On a des LLM, ça c'est très bien connu, etc. Les LLM sont entraînés sur, on va dire, les connaissances humaines, du texte, des images, des vidéos, etc., etc. Ils disent que pour l'ère de la robotique, par contre, ça c'est pas suffisant, parce que c'est pas une question de langage problème, c'est que les robots ont plein de problématiques. Comment est-ce que tu attrapes des objets? Comment est-ce que tu marches? Et ça, ils disent, en fait, il faudrait un LLM, mais basé sur la réalité. Donc ils ont annoncé un modèle qui s'appelle Cosmos. Donc, ils appellent ça un modèle basé sur la réalité. Du coup, c'est pas un LLM. Pour le coup, ce sera une IA générative, LLM étant rattaché au Large Language Model, donc sur les modèles de langage. C'est pas le langage, ils appellent ça Reality Model. C'est ce qu'ils appellent, on en avait parlé plusieurs fois, tu sais, les modèles fondation. En fait, le principe du modèle fondation, c'est le côté volume large d'entraînement, que ce soit pour la météo, on avait parlé de la finance en décembre. Et là, eux, ils vont le faire du coup sur la réalité physique. Sur la réalité physique. Donc en fait, à ce modèle-là, Cosmos, ils ont donné des millions d'heures de vidéos d'une balle qui tombe par terre. Enfin, tout un tas de choses qui régissent en fait les lois physiques. Qui doivent rebondir sur plein de trucs, la balle de ping-pong. Par exemple, peut-être. J'avoue que j'ai pas regardé l'échantillon. Donc là, ce qui est ultra intéressant, c'est que avec leur outil qui s'appelle Omniverse, donc là-dedans, ils ont déjà modélisé tout un tas d'objets d'usines, de mains, etc. En combinant les deux, ils sont capables de créer des doubles virtuels d'un robot, par exemple. De demander à un humain d'entraîner à partir d'un casque de réalité augmentée comme Apple Vision Pro de faire des gestes. Okay. Et 10 secondes de vidéo enregistrée d'une personne qui manipule un objet, grâce au Foundation Model, Cosmos peut générer en fait une infinité de scénarios. Donc c'est un peu un délire de multiverse
où, par exemple, on va dire que tu touilles ton café, tu mélanges le sucre, et bien ça, il va le répliquer en milliards de scénarios possibles de comment est-ce que tu aurais pu touiller ton sucre. Alors, c'est extrêmement puissant ce que tu racontes, parce que moi j'y crois beaucoup. L'avenir de l'IA générative, il est là. Enfin, arrêtons de penser au texte et à la génération de texte. Ça, voilà, on a trouvé un moyen d'interagir avec des modèles, mais l'avenir, c'est dans la génération de tout. Et donc, la génération, on a parlé d'images, mais on sait que, par exemple, l'image, on l'avait vu avec le rhinocéros de Sora, il ne sait pas se déplacer. Pourquoi il ne sait pas se déplacer? Parce que dans la base d'entraînement, mais non, surtout dans la base d'entraînement, il n'y a pas eu suffisamment d'images qui montrent un avant-après dans la savane d'un rhinocéros qui court. Alors là, il sait. Donc le milieu est assez flou pour l'IA dans la manière où elle va le générer. Alors que là, c'est le comportement vraiment physique qui va être priorisé. Et du coup, on aura une meilleure connaissance. Et en effet, demain, ton robot, il générera tous les scénarios possibles de est-ce qu'il tombe, est-ce qu'il rencontre, est-ce qu'il y a un choc, mais basé sur la physique. Et tu as beaucoup plus de chances, du coup. Ils appellent ça grounded on physics. Là où le RAG, par exemple, tu groundes ça sur du texte ou du graphe ou du document, et ben là, c'est basé sur des lois physiques. Et donc tout ce qui est généré, ça est régi par... Plus de sens, on va terminer là-dessus, Kevin, parce que on a pas mal de choses. Ouais, et juste en parallèle, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a eu des annonces aussi sur un modèle qui s'appelle Meshtron, je crois, de mémoire, qui permet, comme sur Blender, le logiciel de 3D, de, à partir d'une image, modéliser totalement, de manière assez fine, en nombre de facettes, tes objets 3D. Donc ils arrivent facilement à montrer, et je crois que c'est Meta qui a produit ça, et à partir d'une photo d'un vélo, comment tu peux tourner autour et réimaginer le monde en physique, bah, ils recréent les objets 3D de manière fine, et c'est pareil, on va vers des modèles de génération, des modèles fondation sur la génération d'objets 3D à la Blender. Donc les deux combinés, ça peut être pour toute la vision jumeau numérique, simulation des environnements, etc. extrêmement puissant. Et voitures autonomes, ils travaillent avec Boston Dynamics aussi, par exemple. Question qu'on a dans le chat, c'est, et que j'avais un peu pensé aussi, est-ce que ça veut dire que les cartes graphiques de gamers, entre guillemets, peuvent arriver dans les PC tout publics pour gérer l'IA sans cloud? Alors, ça, c'est une excellente question. Ils ont annoncé en même temps dans leur série de cartes 5000N, donc 70, 90, etc. Et en fait... avant, là, ça fait 2 générations qu'ils le font. Avant, ils donnaient que la puissance de calcul brute pour les calculs graphiques. Maintenant, ils donnent pour les opérations liées à l'IA générative. Donc ils commencent à... Ils excluent pas la piste. Par contre, je ne pense pas que ça soit la piste la plus viable en fait pour des traitements localisés. Les NPU sont beaucoup plus efficients pour ça, mais on en reparlera dans une autre. Puis même économiquement, ils ont leur modèle économique de carte graphique. Ils vont, je pense, plutôt s'orienter dédiés à des NPU et des cartes NPU. Et à côté, tu auras la carte graphique, même si... En vrai, il y aura une conséquence. C'est comme au tout début, pour les un peu anciens, tu n'avais pas de carte graphique dans l'ordinateur. C'est aujourd'hui un ordinateur de bureau a quand même une carte graphique suffisante pour faire tourner des jeux. Au début, tu ne faisais tourner aucun jeu. Voilà, donc il y aura quand même un lien. On va passer au second sujet, parce qu'on s'était dit qu'on allait se timer. Romain m'a dit, j'ai un rendez-vous après, faut pas qu'on s'étende, et on a déjà explosé le compte. C'était extrêmement intéressant, Kevin, comme d'habitude, mais surtout, on voit que la stratégie d'NVIDIA et comment elle commence à se différencier. Et ils vont aller vers d'autres enjeux extrêmement pertinents pour l'industrie, le manufacturing. On avait déjà parlé de leur métaverse. À suivre, à creuser. On va passer du coup au second sujet. Benjamin. Papa. Dis papa, c'est quoi une AI Skills? Call me dad. T'as 10 minutes pour m'expliquer. Non, j'en ai 5 vu que vous m'avez mangé 5. Non, mais c'est moi, c'est un peu plus rapide. Alors, on est déjà côté Microsoft Fabric. Déjà, on est côté MS Fabric. Ok, on est sur la plateforme Microsoft Fabric. On est toujours dans de l'IA, parce que c'est un peu 2025. C'est ça, Benjamin commence à faire de l'IA. Ouais. Il n'y a plus rien sur Power BI. On est sur l'IA. C'est un nouveau, je dirais pas service, mais c'est une nouvelle possibilité qui a été intégrée dans Microsoft Fabric. C'est un nouvel asset que l'on peut créer, qui est l'IA Skill. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, on sait que, ok, on a du Copilot, on a plein de choses, mais souvent, ce qu'on va pouvoir regretter, c'est qu'elles ne soient pas basées sur nos données qu'on a peut-être récoltées au sein de notre système d'information. Peut-être, en résumé, aujourd'hui, tu avais quoi? Tu avais Copilot dans Power BI. Tu avais Copilot dans Power BI qui te permettait de créer des graphiques et d'interroger ta donnée, mais assez simplement. Okay. Tu vois bien qu'il faisait des résumés, des choses comme ça. Et grosso modo, c'était... Et on avait les Copilot dans Fabric pour l'aide au code, oui, tu pouvais aider au code en PySpark, sur les pipelines, les notebooks, les choses comme ça. Exactement. Voilà. Donc, on était plus sur de l'assistanat à ce niveau-là, mais pas sur de la récapitulation d'informations, sur aller un peu fouiller de l'information au sein d'un jeu de données, d'un modèle sémantique. Enfin, on est plus sur des lakehouse et des warehouse. Et bien, c'est chose faite.
L'idée d'AI Skills, c'est quoi? C'est de se brancher à des données que j'ai dans Fabric, donc que ce soit Lakehouse ou Warehouse. Ouais, on a une petite vidéo qui va tourner en Ouais. parallèle. Et de pouvoir, une fois qu'on a décidé quelle table nous intéresse, on va sélectionner ce qui nous intéresse dans le modèle parce qu'il peut y en avoir beaucoup, Ouais. il peut y avoir beaucoup de choses. Et de là, on va pouvoir ensuite avoir un copilot sur lequel on va lui poser des questions en langage naturel et il va répondre avec les données de notre jeu de données. Antoine, t'arrives à faire tourner ou pas? C'est pas une vidéo. Bah Bah, alors, ça tu ressemble- peux nous l'enlever, du coup. Parce que c'était une vidéo qu'on t'avait envoyée. Exactement. Mais c'est pas grave. L'idée, L'idée, globalement, c'est que ça se crée comme un objet dans Fabric, comme tu Exactement, créerais un un asset. lakehouse, Voilà. n'importe quoi. Tu dis create a new item Exactement. et en gros, tu vas chercher ton AI skills. C'est en preview, voilà. Voilà. Derrière, tu sélectionnes Ta source de ta données. source de données, Ou ton tes sources de entrepôt, ta table, ton modèle sémantique même. Non, pas encore, ça, Non, ça va arriver. ça Pour va l'instant, on est arriver, ok. Lakehouse et Warehouse. Exactement. Et après, tu te retrouves sur une interface conversationnelle cette C'est fois. ça. Donc, on n'est plus dans le copilot. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment comme une fonctionnalité dédiée. On n'est plus dans le copilot sur la droite qui vient vous aider en tant qu'assistant. On est vraiment dans une nouvelle fenêtre à part expérience, entière, une ok. fenêtre à part Voilà, entière. Et l'idée, c'est qu'on se rapproche plutôt que du côté assistant, je t'aide à mieux développer tes rapports Power BI. On est plus dans le côté agent. Ouais, C'est-à-dire, clairement. en gros, j'ai le droit de déployer à la volée une IA gen à qui je vais pouvoir donner un nom et un rôle. Par exemple, c'est Customer Assistant dans Oui, les voilà. exemples qu'on voit de chez Microsoft. Et en gros, je vais pouvoir lui donner du coup un petit prompt système sur son rôle, ou lui poser des questions en disant est-ce que tu veux m'aider, et aller interroger vraiment les données. Et on a une interaction qui va remonter Les informations. du texte, Oui, c'est ça, des tables. Qui va remonter les informations, qui va pouvoir faire des calculs sur les données, qui va pouvoir échanger avec la donnée qui est à l'intérieur, quoi. Exactement. Et de là, une fois que c'est bien, le but c'est de les partager. Et après, on va pouvoir publier ça, que ce soit toujours dans Copilot pour Fabric, mais aussi dans Copilot Studio et aussi dans Teams. Et après, ça sera bientôt, on va pouvoir les appeler les données en REST, toutes ces choses-là. Donc, on va vraiment pouvoir après déployer tout ça dans ton organisation. Donc en gros, tu donnes la main aux équipes data pour créer leurs propres petits agents sur des scénarios donnés, les utiliser pour eux, mais Voilà. à un moment aussi donner accès Au via métier. toute la stratégie Copilot Studio, etc., à d'autres personnes qui pourraient eux-mêmes interroger les données à partir de ton petit agent. En gros. Totalement. Comment est-ce que tu vois, c'est en complément, parce que tu vois, les métiers aujourd'hui, ils utilisent des rapports, des dashboards, etc., pour voir la donnée, pour interroger la donnée. Tu vois ça comme quelque chose de complémentaire où tu interroges, ou ça pourrait même complètement remplacer, entre guillemets, dans certains cas, des rapports et des Pour moi, dashboards et tu... alors peut-être dans certains cas ça pourrait, mais moi je le vois vraiment de façon complémentaire. C'est-à-dire que tu as ton information, tu as ta vue cockpit, tu peux avoir tes différents graphiques, donc déjà pour le partage c'est quand même un peu plus simple que juste une grosse, que plein de textes. Mhm. Par contre, pour expliquer certaines données, pour aller un peu plus loin que certaines données, parce que nous, L'interprétation. par voilà, exemple. interpréter la donnée, peut-être la forecast, aller voir un peu plus loin ces choses-là, chose qui peut être compliquée à coder nous en côté Power BI, soit avec du DAX ou autre. Là, on pourrait automatiquement lui dire, bah voilà, ok, j'ai compris ça. Maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer cette partie-là que j'ai pas compris et que moi, en tant que dev, bah, j'avais pas prévu d'expliquer. Ouais. Moi, j'avais prévu de montrer un constat. Peut-être que là, on va pouvoir avoir l'analyse du constat. Et donc encore une fois, on passe vraiment du statut d'assistant produit, donc je t'aide à faire tes pipelines, je t'aide à corriger ton code, je t'aide à faire des trucs, à une intelligence qui va pouvoir agir sur tes données, ressortir de l'info, t'en résumer, te la Exactement. synthétiser, Mettre du etc. contexte et tout. Donc après, il faut voir jusqu'où ça peut aller. Est-ce que Comment tu ça as le des tester prérequis pour déployer ça? Les prérequis, c'est une capacité F64 et il Ok. faut avoir activé dans le tenant toutes les options qui permettent de l'utiliser. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez activer l'option AI Skill est une option dans le panneau d'administration de Fabric pour l'interdire ou pas, parce qu'en effet, aussi, il y a tous nos clients qui vont dire bah non, attendez, moi je veux te montrer ce que j'ai envie. En fait, Ah oui, je veux pas montrer. en plus que tu puisses après aller te balader parce que je peux pas que tu aies accès à la donnée sur Ouais, ça. ça marche. Voilà, il faut juste activer ces fonctionnalités et avoir une capa Fabric de type F64 minimum. À tester, absolument. J'appuie oui. dessus parce que c'est vraiment le Graal. Enfin, je sais d'ailleurs, je crois que Nicolas, qui a l'habitude d'intervenir, a eu l'occasion de les expérimenter dernièrement, me disait que c'est assez bluffant les résultats. Et c'est vraiment le Graal. On attend de ça depuis un moment de comment je vais pouvoir converser avec ma donnée, interroger. En fait, tu as cette énorme base Ouais. de connaissances que tu as travaillé, tu as fait un data lake, tu as modélisé pour qu'on puisse correctement interroger la donnée, les relations entre les tables, etc., la notion de modèle sémantique, mais t'en étais là, et globalement, Et derrière, t'en t'avais, ressortais ouais, pas, t'avais T'avais tous tes un rapports Power copilot qui BI, pouvait se mettre, un petit mais
tu as trouvé vite la limite là. Exactement. Donc l'AI Skills est clairement à surveiller sur Microsoft Fabric. Alors ça avait été Ils vont annoncé, sûrement ajouter des choses et tout. c'est disponible en preview là. Exactement. Et du coup, à partir du F64. F64, voilà. Est-ce qu'on peut l'activer? Alors, question sur les trials? Je ne l'ai pas testé parce que j'ai plus de trial, mais j'ai des doutes. Il y a beaucoup de choses, parce que la trial est un F64 équivalent. Équivalent, et souvent tout ce qui était AI n'est pas présent dedans. Souvent tout ce qui consomme beaucoup n'est pas dedans. C'est le petit piège. Donc c'était le fameux DeepPapa. C'est quoi une AI Skills? Donc à tester et pouvoir vous faire des retours d'expérience dessus. Exactement. Je te remercie Benjamin. On va passer à notre sujet 3. Et là on est plutôt pas mal. On a rattrapé notre timing. Et on s'est donné des bonnes pratiques cette année. On s'est dit on va essayer de respecter le temps. Ouais, parce qu'on a envie de manger. Alors Kevin, on revient à toi. Explique-moi le fameux celui dont on ne dira plus le même nom. On parle de qui? On parle de Microsoft 365. Mais non, me dis pas qu'ils ont changé de nom. S'ils ont changé de nom. Oh non. On a bien fait de répéter tout à l'heure. On a bossé Microsoft 366. Il a pas répété avec nous. Non, c'est de l'impro, on avait dit non. En fait, Microsoft 365 change pour la deuxième fois de nom. Donc c'était avant, c'était Office 365. On est d'accord. Office 365, on est passé à Microsoft 365. Ouais. Ce qui avait du sens parce que le mot Office avait trop une connotation Word, Excel, PowerPoint. T'avais déjà M365, sauf que Office 365, ça se limitait à juste le pack web. M365, c'est quand tu incluais le périmètre complet du collaborateur, hardware compris. D'où le fait qu'Office 365 tout court n'a plus de sens. Alors, les puristes nous diront dites Microsoft 365. Moi, je rappelle que pour tous ceux qui, comme moi, ont un petit cheveu sur la langue, le M365 est beaucoup plus accessible. Mais déjà, c'est ultra dur à dire. Le 365, c'est pas un chiffre facile à dire. Je me rappelle l'époque où on l'a annoncé en France, t'as tout le monde qui bégayait à essayer de le prononcer. Là, c'est pire. Là. Allez, quand tu te promènes ton pont sur la Garonne. Quand tu te promènes dans les locaux de Microsoft, les acronymes, c'est encore pire. Donc là, il y a depuis quelques semaines, c'est cette capture-là que les personnes ont pu voir, à mon avis, quand ils se connectent sur office.com. On l'a de ce côté. Il y a le logo qui change et ils disent attention, ça va changer. Microsoft 365 va s'appeler, attention, Microsoft 365 Copilot. C'est pas un outil, ça? Elle est là la confusion. Alors, c'était le dernier truc qui s'appelait pas Copilot, on est d'accord, c'était prévisible. Après, tout s'appelle Copilot. Je pense que je commenterai pas tout de suite à chaud, tu vois, ce changement-là, mais en gros, là, on est factuel. Factuellement, ça va embrouiller les gens parce que du coup ils ont changé le logo et donc ils ont passé du logo un peu violet là qui existait au logo Copilot, mais pour pas créer la confusion ils ont ajouté le Microsoft M365 juste en dessous du bouton du logo Copilot. Donc en gros, et ils ont renommé ça. Donc si vous allez dans Office, vous allez maintenant voir ce logo là et ça sera effectif. Donc le nouveau logo de Microsoft 365 Copilot, c'est lequel? C'est celui de droite. C'est celui de droite. Donc ils ont rajouté le Microsoft 365 là-dessus. Le Microsoft 365 Copilot, l'outil réellement utilisé, ils l'ont renommé en Microsoft 365 Copilot Chat. Faut suivre. Je l'ai. Faut suivre. Oui. Pour l'instant, c'est ça. Voilà l'état de l'art. Là, tu sens qu'il est border. Il doit rester facile. Par contre, d'un point de vue stratégie produit, pareil, si on revient à ça, c'est quand t'as Nadella qui dit, l'AI, c'est des UI for AI. C'est ça, Copilot, c'est des UI for AI. C'est de se dire, demain, qu'est-ce que tu vends? C'est quoi ta suite logicielle de bureautique? Est-ce que c'est pas une suite intelligente? Et finalement, intelligente et totalement intégrée. Donc, c'est un gros assistant bureautique avec tout l'écosystème Office. Je pense que c'est quelque chose comme ça qui essaie d'être poussé, non? Pour être honnête, au début, quand j'ai vu ce changement-là arriver, au début, je pensais que c'était mon tenant qui buguait. Je regardais, je fais bon, ok, il n'y a pas encore beaucoup de docs. Et au début, je me suis dit, mais pourquoi? Parce qu'en termes d'adoption, en fait, ça n'a pas de sens. On a vu une news avec. Ça veut dire qu'ils t'ont pas consulté avant. Non, ils m'ont pas consulté, ça m'a pas dit. Rappelons que tu bosses sur de l'adoption comme ça de ces outils depuis quelques années. C'est ça. Après, Kevin était venu me voir, il a dit attends, il y a une news là qui arrive, parce qu'il y a des tenantes qui reçoivent des informations sur une mise à jour. Donc, c'est à confirmer encore, donc on en parlera la semaine prochaine, mais qui annonce que. C'est l'état de la rumeur. L'état de la rumeur, voilà. Il pourrait y avoir du pay-as-you-go sur Microsoft 365 Copilot Chat. Ça. Il y en a qui ont vu sur les derniers déploiements de package de mémoire qu'une petite info qui laissait penser que le Copilot Chat, dont on s'est demandé c'est quoi le Copilot Chat, justement, pourrait avoir un mode pay-as-you-go au lieu de tout prendre le monde. une licence. C'est là où en fait c'est pas clair encore et à mon avis ça va s'éclaircir et on en parlera le mois prochain. Mais si c'est ça,
ça a du sens d'appeler ça Microsoft 365 Copilot parce que finalement, toute personne qui a une licence Microsoft 365 a un chat Copilot intégré à l'intérieur et du coup, il rebrande tout ça. À condition que le Pay-as-you-go soit activé à par les admins. Que le Pay-as-you-go, en fait, tu mets tout un tas d'astérix. Tu mets tout un tas d'astérix. Le problème, c'est que la seule information qu'on a pour l'instant dans le billet de mise à jour, c'est que c'est lié à une souscription Azure. Oui. Par contre, combien ça coûte? On ne sait pas. Sur quelle unité? On ne sait pas. Est-ce que ça concerne le Microsoft Copilot Web qui utilise que Bing Search ou le Microsoft Copilot 365 qui était free, jusqu'à présent intégré dans ta licence, ou est-ce que c'est le Copilot qui est grounded sur le graphe? On ne sait pas. Du coup, pour les personnes qui paient du Pay-as-you-go, est-ce que tu vas retrouver Copilot dans tes suites Office, Word, Excel, PowerPoint? On ne sait pas. Ah oui, est-ce que ça c'est dedans? Est-ce que le Pay-as-you-go c'est que sur le Copilot ou c'est aussi sur ton Excel? On n'a pas trop l'habitude de faire de la rumeur, mais c'est vrai que moi j'ai apostrophé Kevin parce que je l'ai vu passer sur LinkedIn. Tu avais quelques consultants qui partageaient sur cette mise à jour en disant, en présumant ce qui pouvait arriver. Et c'est vrai que tout de suite tu te dis, il y a du Pay-as-you-go, enfin ça bouscule tout le système de licence qui est en place. Moi je le vois autrement, tu vois, parce que la déduction tout à fait autrement. Quand Microsoft a fait le passage d'Office 35 M365, à ce moment-là, tu avais les produits de sécurité, de bureautique, etc., qui n'étaient pas dans Office 365, qui étaient que dans M365. Ouais. Et au début, dans M365, tu devais encore les payer à part. Aujourd'hui, c'est dedans. Moi, ce que je vois, c'est que je pense qu'ils continuent sur la logique qu'ils ont toujours, c'est qu'on va être dans une phase jusqu'à la fin de la décennie un peu tampon, dans lequel il y aura un jour le Pay-as-you-go, quelques modèles de licence avec du Copilot 365 chat en plus, mais je pense que la cible d'ici max la fin de la décennie, et je pense même à mon avis 2-3 ans, c'est qu'en fait Copilot 365 chat soit natif. Et du coup, le nom prend son sens, en fait. Comme ils ont fait dans tous les produits précédents, t'avais le pack Office, t'avais machin. Chaque fois, Microsoft donne le nom du produit et tu sais que un jour ou l'autre, t'auras... Mais par contre, comme tout, tu auras la version native. Donc, la question à se poser, c'est plutôt qu'est-ce qu'on aura comme mode dégradé inclus et qu'est-ce qu'on devra payer pour en plus. Et je pense que là où tu avais répondu, je ne sais plus lequel de vous deux, je pense que nativement, on va avoir, ma grosse rumeur, et à la limite, il faudrait que je la note pour l'enregistrer, c'est que ça va être qu'en fait, d'ici 2-3 ans, on va avoir nativement Microsoft Copilot 365 Chat sur le contenu de ton graphe. Par contre, qu'il faudra, à mon avis, comme tout, payer le supplément. Donc, dans le pack Office. Et typiquement, où est-ce que ça va se retrouver? La licence E1, tu vas avoir juste la version web, et la version E3, tu auras peut-être aussi la version dans les documents, ou au pire, tu auras une étape par la E5, etc. Ça pose toute la question de est-ce que Copilot dans la stratégie de Microsoft doit être un produit à part? Est-ce que l'avenir, c'est pas juste d'avoir de l'avoir partout, une suite Digital Workplace boostée à l'IA, etc., avec tout un écosystème intelligent? De toute façon, tu en as déjà partout. Et pourquoi à un moment, tu paierais à part le Copilot Microsoft 365 alors que le Teams Premium ou le SharePoint Premium ont des fonctionnalités similaires, sont eux en Premium, etc. Sur toute cette logique-là, je pense qu'au début, c'est nécessaire parce que tu as une vraie innovation qui est différenciante, mais à la fin, ça reste l'outil de productivité. En fait, si ça tenait, je pense que si ça tenait comme qu'à Microsoft, il ferait comme, entre guillemets, Apple, tu vois, t'as le truc, un peu, je rejoins Romain là-dessus, c'est intégré dedans. Je pense qu'il y a un problème de coût pour l'instant, un problème de scalabilité. Et puis, il y avait une innovation. Modèle économique, soyons francs. Aujourd'hui, c'est ça, le coup. Aujourd'hui, l'IA, c'est quelque chose de neuf, d'innovant et de compétitif sur le marché. Donc, aujourd'hui, tu veux faire la meilleure IA possible dans le pro au large. Je parle pas la meilleure du monde, mais au sens, ce que je peux plus facilement diffuser au sens large à Martine dans la compta. Je vais payer en plus. Mais à terme, c'est comme tout produit innovant, ça va devenir le quotidien. Et Microsoft, tu sais que je pense que ce nom-là, il nous annonce clairement. Ils ont une vision, à mon avis, je dirais max 5 ans, peut-être 2-3 ans. Ça va être le quotidien. Et puis là où ça va jouer, c'est le moment où un acteur comme Google, sur leur G Suite, arrive avec du l'IA native intégré sans en faire un produit différencié, où là, tu auras, même si on ne parle pas du même niveau de prise de marché, mais certainement d'une concurrence aussi fait par les éditeurs concurrents qui diront nous, c'est pas un produit à part, c'est inclus dedans quand vous payez $30 par utilisateur en plus. Il faut s'y préparer. Ça va se jouer. Le $30 par user, c'est mignon, mais il y a quelqu'un qui va casser ça un jour parce que. C'est ça. De toute façon, je pense qu'on en saura plus là dans les 2 euros. On verra plus ça dans les mois à venir. Bon, ça c'est l'état de l'état, mais je pense qu'on en parlera dans les prochains mois. Et après, là, c'est la dernière petite nouveauté et astuce, je pense que ça vaut le coup de la rappeler. Donc ça a été annoncé pendant l'Ignite, c'est disponible. Tout ça pour montrer sa photo en screenshot, quoi. Ouais, mais c'est incroyable. Juste des photos de lui jeune pour faire genre. Il a pas perdu. C'était il y a 6 mois.
Du coup, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Note.ia, donc qui fonctionne avec les personnes qui ont une licence Copilot Microsoft 365 Copilot, qui ont changé de nom aussi, Microsoft 365 Copilot. Chat. Non, pas de chat. Non, mais c'est pour ça. Attention. Il est en train de Bon, se ami. Et du coup, il est en train de se dire, je vais devoir revoir tous mes decks. La fonctionnalité est très intéressante, je vous la recommande. En fait, dans les réunions Teams, Oui. on a un bouton notes et on peut prendre des notes collaboratives là-dessus. Pour les personnes qui ont une licence Copilot M365, ils peuvent cliquer sur la petite étoile et activer le bouton Note.ia. En fait, ça, ce que ça va faire, c'est que Copilot va, au fur et à mesure, prendre des notes quand ça lui semble pertinent. Et ça va apparaître au fur et à mesure comme ça. Donc c'est vachement cool. La qualité des notes, elle est vachement intéressante. Mais pour toi, perso, alors, c'est pas partagé dans la réunion. C'est partagé dans la réunion. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que Copilot... En fait, Copilot apparaît comme un contributeur dans des notes. Ça veut dire que les autres personnes, toi, Benjamin, si on a une réunion ensemble, pendant que Copilot écrit ses notes, toi, tu peux compléter les notes de Copilot si tu veux. Donc ça, c'est vachement cool. Et la petite astuce, c'est que maintenant, quand vous êtes dans une réunion Teams, quand tu crées une nouvelle réunion, eh ben, tu as la possibilité d'activer à l'avance Note.ia. Donc ce que ça va faire, c'est que quand la réunion va démarrer, automatiquement le transcript va démarrer et les Note.ia vont se lancer. Et tu as plein d'éditeurs tiers en sueur, parce qu'il faut savoir que ça, oui. venant du monde SharePoint il y a longtemps, la quantité d'éditeurs tiers qui font ce genre de produit, parce qu'ils vont regarder où on te demande de développer ce genre de solution pour avoir toutes tes réunions, pour arrêter les invites de réunions vides, là tu sens plein de gens en sueur quand même. Donc c'est chouette. Voilà. Eh bien, de bonnes annonces. Donc pour la suite, on va passer à Romain. Sans transition, hein, on est d'accord. Sans transition. Pas de chute. Moi, j'étais en mode, c'est claqué là. Genre en mode. Non, mais je vais la faire la transition. Fais-moi une transition, Romain. Parce que alors justement, oui, c'est que. Beyond the Limit. Voilà, Beyond the Limit, parce que la thématique aujourd'hui, c'est justement Copilot Studio et la Power Platform. On a beaucoup parlé de ce qu'on pouvait faire et des limites, surtout en mode preview ou pas pendant l'année. Et globalement, là, c'est un peu un récap de tout ce qui s'est passé depuis notre dernière émission et surtout depuis le Power Platform French Summit le 9 décembre, que certaines news datent du 9 au soir, donc juste après le tournage. Mais c'est aussi l'occasion de, voilà, en fait, on a repoussé les limites de la partie IA, Copilot Studio et Power Platform avec plein de petites nouveautés. Elle a commencé par quelque chose qui est en lien avec ce qu'a dit Kevin, justement, c'est que le Pay as you go, en fait, est arrivé sur Copilot Studio. Donc, les mêmes questions. Je ne vais pas refaire tout le débat. Okay. On ne sait pas ce qu'on paye. Est-ce que je paye quand j'utilise mon hub IA derrière? Comment je paye quand je appelle des fonctionnalités premium? On ne sait pas. Mais globalement, on a toute cette logique de pay as you go. Et ce qui est intéressant comme news du Beyond the Limit, c'est qu'on n'a pas arrêté de parler pendant l'année des limites Copilot Studio qui sont la taille des fichiers, c'est 3 mégas, la recherche, elle n'est pas terrible, parce que je suis sur la recherche SharePoint, c'est un espèce de... Je vais vous beaucoup vulgariser, désolé pour les gens qui se donnent des boutons, mais c'est un espèce de RAG non vectorisé, plus ou moins pas trop, sur la recherche SharePoint. Enfin, c'est pas ouf, voilà. En vrai, techniquement, on s'est expliqué, mais voilà. Je veux dire, globalement, c'est que le retour, c'est que des gens, c'est le basique Copilot Studio, c'était compliqué. Ça s'est amélioré pendant l'année. Entre le mois de janvier, il y a 1 an, et ce que j'ai fait les derniers mois, j'avais plutôt un effet waouh les derniers mois. Depuis cet été, il y a eu un effet waouh qui venait de plus en plus souvent, et surtout les derniers mois. Et là, ça y est, depuis décembre, en fait, et c'est pour... Alors, merci la news de Kevin. Pour les gens qui veulent faire du Copilot Studio et qui ont à côté de ça une licence Microsoft Copilot 365 Chat. Well done. Pas mal. Ça suit. En fait, quelque chose dans Copilot Studio qui s'est rajouté qui s'appelle le mode Enhanced. C'est-à-dire que en fait, c'est le mode amélioré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le moteur de ton Copilot Studio n'est plus le moteur que tu connais. Déjà, il a beaucoup évolué en 1 an. Okay. Il a même reçu le grounding d'IA responsable, etc. Qu'est-ce que tu appelles le moteur, du coup, dans Copilot Studio? C'est tout ce qui me fait de l'IA générative. Ok, la partie modèle. C'est ça, la partie modèle. Et en fait, ça devient globalement basé sur Semantic Search. Ok. Et toutes les limites sautent. C'est-à-dire que, alors, je les affiche, elles étaient affichées là, c'est plus 3 mégas. Alors déjà, de base, on est passé à 7. Déjà, ça, c'est la petite news cool, déjà 7 mégas. Pour les analyses de doc, c'est quand même un peu mieux. Mais c'est sur 3 mégas des docs. Voilà, mais c'est surtout le doc, je ne vais pas le dire complètement en entier, mais que globalement, Copilot Studio à gauche sur les Declarative Agents, c'est ceux qu'on crée depuis Copilot 365 Chat. Donc eux, ils ont déjà leurs propres limites qui existaient déjà parce qu'en fait, elles étaient déjà en non-answered search. Et en fait, elles avaient déjà cette limite de 150 mégas pour certains types, 512 pour d'autres, etc.
Côté Copilot Studio, donc c'est la ligne juste en dessous, on est passé à 7 mégas et tout le reste est passé à 200 mégas. Donc ça veut dire que là, on va travailler sur en fait tout, parce que globalement, PowerPoint de plus de 150 mégas, même nos amis du Power Platform French Summit, ils n'y arrivent pas. Non, parce que c'est la petite blague, pour ceux qui ont déjà été speakers là-bas, le template vide, il fait 35 mégas. Petit clin d'œil, les copains. Voilà. Mais globalement... Ce qui est le défaut de beaucoup de templates d'entreprise. Oui, non, en vrai, on l'a tous ce défaut. Beaucoup de voilà. Et en fait, tu peux juste remettre l'image, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est un socle qui est justement le Semantic Index pour Copilot. Et c'est commun aux deux. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est copain à Copilot Studio classique et c'est copain à Copilot Studio déclarative, donc Copilot 365 Chat. C'est ça qui est super cool et on le voit même côté SharePoint, en fait, comment c'est lié. Donc, en fait, ils ont un peu... le moteur de base a quand même monté ses limites. Et ensuite, on va encore plus loin. Et le Beyond the Limit, c'est aussi parce que même si j'en ai beaucoup parlé dans les précédentes émissions, j'en parlerai pendant l'année, Copilot Studio, c'est aussi un sujet Beyond the Limit parce qu'on a tout le temps parlé de lui comme étant un chatbot. C'est terminé. Il faut vraiment, et je passe le message et je vais le matraquer, ce n'est plus un chatbot. Ce n'est plus Power Virtual Agents. Voilà, ça s'appelle Copilot Studio et on le sait au bout d'un an pourquoi, parce que c'est un studio pour faire de l'agentique. Voilà, donc, pour faire le lien avec ta news de tout à l'heure. Donc c'est ce qui est important, pas pour faire des chatbots, non, pour faire des agents. Voilà, et on est vraiment dans une logique agentique. C'est-à-dire que Copilot Studio, je vais utiliser de l'IA, des LLM, de l'automatisme et toute la Power Platform et tout le Procode pour mettre à disposition de mon entreprise des agents qui se déclenchent sur tout ce qui se passe dans mon graphe. Un email, une conversation de chat, un document qui est modifié. Tout ce qui se passe dans mon graphe, toute modification dans mon graphe, donc c'est-à-dire sur ce qui se passe dans mon tenant, déclenche une action d'un agent. Ces agents, je peux les gérer en Copilot Studio. Et Copilot Studio, il allait plus loin de les limites, c'est que c'est plus un outil no-code au début. Il a du no-code, parce que dedans, je peux vraiment, avec quelques clics, me faire du paramétrage, un peu de low-code, et je rajoute de l'IA pour remplacer le code sur des choses simples. J'extrais des données dans une base, je les fais modifier par de l'IA et je les affiche, je les dispose, je fais des rapports dessus. Et c'est surtout l'ouverture Procode qui est géniale, qui est bien sûr la Power Platform a un côté Procode quand on s'ouvre aux API, mais c'est surtout je suis en train de pouvoir remplacer le modèle IA parce que je veux à l'étape que je veux. Ça, c'est en train de venir progressivement. Donc, on est en train d'être friendly avec les no-code, les low-code, les pro-code. On a repoussé les limites et on est surtout en train de s'orienter vers une vraie plateforme agentique, voire aussi un peu un espèce de multiplexeur, puisqu'on va pouvoir faire bosser les agents et les faire s'appeler entre eux juste à partir d'un prompt. Tu fais bien d'ouvrir ça. Enfin, il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur ce qui est en train d'arriver. On sort de 2 ans de LLM classique, on faisait du chat. Et de preview pour moi. Comme on l'a dit, le passage aux agents, c'est la capacité qu'on donne à un modèle IA génératif d'interagir avec son environnement, que ce soit des sources de données ou des systèmes externes. Donc c'est de lui donner des accès et l'autonomie aussi d'accès. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est lui qui choisit s'il accède à la base ou pas. Il a des tâches spécialisées, mais il le fait. Ce qui est intéressant par rapport au monde low-code de ce que je vois arriver, c'est que c'est peut-être certainement une partie de la RPA de demain. C'est-à-dire que sur du traitement de process automatisé, on aura des mix de ce qu'on fait déjà en RPA, parce que voilà, simuler des actions, etc., la RPA le fait très bien, mais une partie de l'orchestration de ce qu'on faisait en RPA sera montée par ces fameux agents qui, combinés entre eux, se dispatchent des tâches. Donc en fonction d'un quelque chose qui rentre, on aura des espèces de super orchestration qui pourront traiter la plupart des process de l'entreprise. Ça fait partie, penser un peu à comment ça s'appelait le truc de mining qu'on avait sur la Power Platform. Le process mining. Ouais, voilà. Et donc demain, on imagine un espèce de process mining où on voit finalement toute notre orchestration multi-agents pour voir comment les uns et les autres traitent les tâches entre eux. Peut-être où sont d'ailleurs les gaps qu'on a encore d'un point de vue process mining là-dessus. Mais il faut se dire qu'on va avoir de beaux enjeux dans l'entreprise. On a souvent dit les LLM, c'est des petits projets en entreprise. C'est vrai que déployer un Secure GPT en interne, ça se faisait en 3 clics, en 2 jours. Il n'y avait pas de sujet de landing zone, c'est très rapide à faire. Et aujourd'hui, on va arriver sur des beaux sujets complexes, métiers, de process, de traitement, de combinaison de différentes technos, parce que ça impactera tout le système d'information de l'entreprise. Mais il y a de gros enjeux qui arrivent là-dessus, globalement. Alors justement, et là où en fait ça ne se voit pas beaucoup encore en production, mais ce que tu viens de dire, en fait, à une certaine échelle, on peut déjà tout le faire. Parce qu'aujourd'hui, et ça c'était l'autre news dont on a parlé fin d'année, c'est les agents autonomes. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui, Copilot Studio, de tout ce que j'ai raconté, par-dessus, il a une couche de prompt qui lui permet de décrire un ensemble de comportements. Et en fait,
au lieu d'être sur du déclaratif, genre il se passe telle situation, je développe ça, il se passe telle situation, je développe ça, etc. If then else, quoi, globalement. L'agent autonome, en fait, c'est qu'au lieu de lui faire un catalogue d'enchaînement, je lui fais un catalogue d'actions. L'action, entre autres... De possibilités. Voilà, et ça peut être du RPA. Ça peut être Exactement. du RPA. Le RPA est déjà une action comme une autre. Bon, elle a été prévue. C'est pas lui tout seul qui va aller faire des clics à l'écran, mais je peux avoir prévu des RPA de clics à l'écran. Donc c'est Robotic Process Automation, c'est vraiment une souris clavier imitée. Oui. Par rapport à ce que j'ai dit, ça va pas remplacer le RPA, ça va le compléter dans le traitement des process. Voilà, il peut l'exploiter. Donc voilà. Mais c'est surtout que la partie agent autonome, elle n'est pas en mode if then else, elle est en mode chaque action a un prompt qu'il a décrit pour savoir dans quel contexte qu'elle fait, qu'est-ce que j'ai en entrée et en sortie. J'ai un contexte global de prompt pour guider l'agent dans son contexte. Et ensuite, quand il se passe quelque chose, un déclencheur que j'écoute, qui correspond à une de mes actions dans mes prompts et qui correspond au comportement que j'attends de mon agent, il va tout lancer tout seul. Et il va les lancer à la chaîne tout seul, en fonction des retours et des résultats de chacun. Donc en fait, ça aussi, on a cette plateforme totalement autonome par rapport à un prompt, par rapport à un contexte et par rapport à des contextes locaux d'action dans son catalogue qui s'enchaînent. Aujourd'hui, en production, c'est pas encore beaucoup vu parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de previews sur le sujet. Il y a eu beaucoup d'autres priorités en entreprise. Mais aujourd'hui, moi, je m'étais amusé à le faire typiquement pour le PPFS. J'avais voulu faire un outil sans code, no code, que à base d'actions qui sont déclarées, qui s'appellent. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'avais autorisé à chercher sur le net. Et par exemple, quand à un moment, je lui disais, je veux que tu fasses un quiz pour tirer au sort le gagnant entre deux personnes qui parlent, il n'a pas compris le mot quiz. Ah si, il a tout compris, c'est-à-dire qu'il a de Parce qu'il a lui-même... pas dit quiz. Il a dit de lui-même, il a créé de A à Z un quiz, un tirage au sort. Voilà. Une question, juste, je te coupe, parce qu'on pourrait en parler aussi. À l'avenir, les visuels Power BI seront-ils générés à la demande ? Il y a le mot Power BI, je suis obligé. Ça dépend en fait. Ça dépend. Ça dépend. Si je dis oui, ça veut dire que tu vas arrêter de faire la Power BI parce que tu vas être remplacé par une machine. Moi, je vais pouvoir y répondre et on pourra le mettre dans le chat parce qu'il me semble que j'ai vu un papier de recherche de Microsoft passer sur le fait de générer les visuels les plus appropriés à une demande. Oui. Alors que c'est purement open source. Pour l'instant, ils n'en parlent pas dans la roadmap, mais j'ai vu passer des expérimentations de la team, la 4 team qui travaille un peu sur la partie UI, etc. Et il y a eu des papiers qui sont passés en ce sens, mais c'est pas court terme, ça c'est sûr. Okay. Tout est généré, donc un jour ou l'autre, oui. Vu que Power BI pour l'instant génère des visuels, il peut avec Copilot. Après, il peut aujourd'hui, on revient rapidement sur le sujet d'avant, il peut choisir le bon visuel parce qu'il peut générer le rapport à la volée, donc il te proposera les visuels. Par contre, inventer un visuel ou sortir des visuels natifs qu'il a pour te proposer le visuel open source en R ou en Python le plus adapté, aujourd'hui, ça n'y est pas, mais ça pourrait venir. Il y a des pistes de recherche. Moi, j'y vois pas d'inconvénient, puisque de toute façon, tu vois là, le volume. Non, mais au sens où, techniquement, tu vois le volume de visuels Power BI qui existe. Oui. Avec chacun un use case associé. Bon, en tout cas, on propose déjà le meilleur visuel, vu qu'il propose de la mise en page, mais on ne les crée pas de toutes parts. Et du coup, Romain, voilà. Est-ce que tu avais fini juste ton Non, c'est très sujet, rapide, rapide la fin. Une phrase. C'est que globalement a été sorti en global availability, dispo global, pardon, en accent anglais. Général. En GA. La partie l'administration et gouvernance de Copilot Studio et de Copilot. Ça, je suis curieux. Ça. Voilà, on l'a sorti. Par contre, très sincèrement, on l'a regardé et on a fait un papier dessus à l'époque avec Kevin. C'est très axé gouvernance et suivi des consommations. Toute la partie vraiment gouvernance technique et opérationnelle de gérer les DLP, etc., c'est encore un petit peu compliqué par rapport à ce que ça existe, mais ça pourrait être beaucoup plus simple. On est sur un outil très orienté adoption, gouvernance, tracking de consommation. Mais il est là. Et il est GA. Et il est en GA. Voilà. Donc ça, c'est la grande news. Et on attend le fameux Copilot Control Center qui a été présenté à l'Ignite. On l'attend, lui. Toujours pas apparu dans nos services. On l'a même pas vu en preview. Hein. Exactement. Et je vais te faire, donc, moi, une énorme passerelle, Romain, parce que finalement, nos sujets sont extrêmement lieux. Le mien s'appelait Vers un monde agentique. Alors, vous l'avez compris, on a parlé que d'IAGen avant, que de Copilot l'année passée. On va parler que d'agent cette année. C'est le nouveau mot qui a remplacé à peu près toutes les appellations. Non, tu utilises un agent de visualisation.
Exactement, un agent de valorisation de la donnée, tu utilises depuis 8 ans. Un agent de coloriage. Exactement, de coloriage. Et bon, non, ça alors prend pourquoi je fais ça vers un monde agentique, c'est que l'agentique accélère aussi côté Azure. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est de comparer ce qui arrive. C'est assez, c'est la même logique. On voit bien que sur le Copilot Studio, la brique low-code versus Azure, ils amènent les mêmes principes. Donc, est arrivé en preview la partie qui s'appelle AI Agent Service. Donc du coup, qui fait partie donc, du nouveau studio. Pour rappel, l'Ignite a annoncé, pareil, le renommage de l'Azure AI Studio historique en Azure AI Foundry, le socle où tu vas te retrouver tous tes projets d'IA. IA classique comme IA générative et une palanquée de fonctionnalités qui t'aidera à les contrôler, les monitorer, faire du benchmark de modèles, etc. Voilà, ils vont dans ce côté d'administration. Et là, ils l'avaient annoncé du coup à l'Ignite, on a la partie agent, qui, dans le monde de l'IA et l'IA générative, va te permettre de faire des agents. Du coup, au-delà d'avoir le catalogue de modèles disponibles, on a un studio, comme le Copilot Studio, qui va aider au développement, du coup, des agents. Donc, qu'est-ce qui te permet de faire? Alors, déjà, il te donne accès... Qu'est-ce qu'un agent, déjà? C'est au cas où quelqu'un en ligne n'a pas le truc. Alors, je le rappelle, un agent, c'est un modèle d'IA générative auquel, et notamment de Large Language Model, les modèles d'IA générative et autour du texte, auquel tu donnes la capacité d'agir sur son environnement, l'environnement pouvant être une source de données qu'il appelle de manière autonome par rapport à la tâche que tu lui as donnée, ou un système externe. Donc, c'est tout l'intérêt de ces studios, et du coup de la partie Agent Service du socle Foundry, c'est de donner accès notamment à toute la suite de connecteurs de Logic Apps historiques d'Azure. C'est-à-dire que on sait que ton agent, ton LLM, il va besoin de se connecter sur des systèmes. Ça tombe bien. Dans Azure, on a 1400 connecteurs. Et en plus, tu peux peut-être réutiliser ce que tu avais peut-être déjà fait en Logic Apps avant. Alors, si tu avais créé des connecteurs, des choses, demain, tu pourras certainement, je ne sais pas si tu peux le réutiliser, mais en tout cas, les connecteurs de Logic Apps sont disponibles. Donc, déjà, pour ouvrir finalement ton agent à tes systèmes externes, c'est un vrai accélérateur. Ça te donne désormais accès aussi aux Azure Functions. C'est-à-dire que c'est les Azure Functions qui, dans le monde Azure, comparé au monde Copilot Studio, va te permettre de lancer des actions. D'exécuter des tâches. Voilà, donc alors avec les différents statuts, les fonctions stateless ou stateful, etc. Donc on va vraiment dans le niveau, là on est dans le pro-code, on est dans le dev custom, mais un développeur va retrouver ce qu'il fait en logiciel depuis tout temps dans Azure. Les actions viennent d'Azure Functions, les connecteurs de Logic Apps. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'on a des SDK, donc on va pouvoir, depuis GitHub Copilot, développer ses agents en lui donnant ses attributs, son nom, son rôle, sa base de connaissances. Donc on a tout le système derrière aussi qui est proposé directement pour le coup en click and deploy dans le studio de bring your own data. Est-ce que ta data elle est dans SharePoint, dans Fabric? Est-ce qu'elle est dans le web? L'ouverture du web se choisit comme ça. Donc en fait, j'ai mon studio de développement d'agents qui va être un espèce de catalogue. Je crée mon agent, je lui donne un rôle, un prompt système. Je lui dis sur quelle base de données il s'appuie ou quelle action il a le droit de faire avec mes connecteurs, et j'ai créé mon agent. À ce stade-là, c'est ce que ça permet de faire. Alors, soit tu le fais en version dans le studio, soit tu le fais depuis tes outils de développement, parce qu'on a le SDK qui permet directement de s'interopérer avec le studio. Code, des trucs comme ça, Donc, le tout est en preview, a été rendu disponible sur le mois de décembre. Donc, c'est un vrai parallèle avec tout ce que Romain vient de présenter. On a les mêmes logiques. Moi, j'attends de pouvoir m'y abonner, en fait. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est pas du tout annoncé, mais j'espère qu'un jour... Moi, tout ce que j'ai décrit, j'espère que de ne pas me limiter aux agents et à la Power Platform, mais d'avoir accès à ton catalogue. Et là, du coup, on va avoir une capacité low-code et on va avoir une capacité business à utiliser un catalogue d'agents. Bon, on pose plein de questions de gouvernance, clairement, mais ça peut être très intéressant, du coup, d'avoir le Copilot Studio, c'est le vrai studio global, et ça, c'est super. Et du coup, ce que le studio agent va faire, c'est un peu comme tu l'as présenté dans le Copilot Studio, c'est le choix du modèle. Donc, les modèles d'Azure OpenAI, alors ça s'appuie d'ailleurs sur l'API assistant d'OpenAI, qui était déjà utilisé par ailleurs par les développeurs, et on a le droit à quelques modèles as a service, donc les modèles qui sont managés par Microsoft, notamment on a Llama, Mistral et Cohere, que je connais moins. Mais en gros, on a aussi, pareil, comme toi, dans la même logique, on va choisir le modèle derrière mon agent, le connecteur, la source, est-ce que c'est Bing qui recherche vers le web? Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a toute la logique, c'est qu'il est déjà intégré à Azure. Donc en fait, on va pouvoir l'authentifier. L'agent est comme une personne, finalement, va être déclaré. On va pouvoir le monitorer. Il y a des outils, l'Open Télémétrie de mémoire, ou télémétrie, je ne sais plus comment s'appelle le nom de suivi, mais les performances de l'agent. Donc là, on rentre vraiment sur... l'agent est une application
voir quelqu'un d'identifié, d'authentifié, et on lui permet de facilement se déployer, s'intégrer dans Azure. Donc c'est normal, c'est ce vers quoi on tend. On savait qu'on globalement. y allait. Ça rappelle que vraiment Azure AI Foundry va être le socle, encore une fois, à la fois de l'IA classique, parce que je peux faire mon machine learning, je peux faire choisir des modèles de toutes parts open source, un catalogue de plus de 1400 modèles également, ça on en avait déjà parlé. Tous les modèles de sécurité, de contrôle, de monitoring maintenant, d'un point de vue même applicatif. Avant, on benchmarkait la performance des modèles, on pouvait avoir de plus en plus des sujets sur le test, mais un modèle devient une solution, donc une solution est monitorable. Donc voilà, Microsoft est en train d'intégrer et proposer tout ça. C'est disponible via la suite Agent Service. Et alors, on rappelle aussi un truc, c'est que à ce stade, quand on fait ça, on a juste un agent, tout seul. On n'a pas les fameux systèmes multi-agents dont on a parlé, mais du coup, ça va être complémentaire de ce qu'on a par ailleurs. On a 2 autres outils dans Microsoft, le framework Semantic Kernel et le Studio AutoGen, qui nous permettaient tous les deux de faire de la combinaison de systèmes multi-agents. Microsoft a présenté ce petit schéma d'ailleurs, voilà, qui explique que une fois que j'aurai mes agents créés d'une part, je pourrai les rendre multi-agents grâce aux 2 autres outils qui seront peut-être intégrés demain. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Il y a d'ailleurs un sujet de mutualisation des architectures des 2 autres outils. L'AutoGen, qui est plutôt aujourd'hui, ils disent que c'est pour faire de l'expérimentation. C'est clairement pas un truc de prod, c'est un peu leur framework de recherche. Tu peux expérimenter. Et par contre, ils sont en train de rapprocher les architectures d'AutoGen et de Semantic Kernel, là le framework qui va te permettre de faire aussi du système multi-agent, pour que tu puisses passer de ton expérimentation à la prod un peu plus facilement. Ça, c'est ce qui est prévu sur courant début 2025. Ça avait été annoncé par les équipes de développement. Donc voilà, donc en gros, ton studio AI Agent Service te permet de créer des agents qui seront par la suite orchestrés par le Semantic Kernel, l'orchestrateur, derrière pour tes sujets en production. Donc voilà, donc c'est grosse ouverture sur le monde. Enfin, 2025 va être une année de l'agentique. Globalement, hein, on résume ça, mais on a bien vu là en 3 sujets, les agents côté Copilot Studio, des agents concrets côté Fabric qui interrogent ta donnée parce que tu leur donnes l'accès, des agents et tout le studio de développement côté Azure. Donc 2025 risque, et on fera un bilan dans 1 an, mais d'être l'année de l'agentique. Nvidia couvre une piste intéressante. En tout cas, on voit qu'ils s'éloignent des scénarios de Microsoft. Forcément, ils sont pas. Microsoft travaille sur le logiciel et la partie qui est maîtrisée côté Azure. Ils vont aller sur la complexité, finalement, le côté certainement pour des modèles, pour la robotique, le manufacturing, tout le métaverse, etc. Ils ont un vrai rôle à jouer sur lequel, pour l'instant, Microsoft n'a pas prévu d'aller. En court terme, il n'y a pas eu d'annonce là-dessus. Donc on voit que les 2 mondes vont être extrêmement complémentaires demain. Mais là, par rapport à tout ce que tu dis, ça me fait penser à une citation qu'il avait donnée dans sa conférence. Il disait que la partie DSI, finalement, ça sera une espèce de service RH agentique demain, parce que du coup, tu vas devoir générer tes fiches de poste, tes onboarding en fait, de tes agents, de l'amélioration continue, de la formation, etc. Faire des entretiens de tes agents dans la DSI. Non, mais multi-agents, des agents managers, tu vois, qui vont vérifier un peu ce que... On devrait leur mettre des OKR aux agents. C'est ça. Je sais pas. C'est un bazar. Le retour de Viva Goals, Viva Agents Goals. On va faire un agent qui crée des OKR pour les autres agents. Bon allez, on est en train de se perdre. On va terminer l'épisode 19 sur ces perspectives sur l'année 2025. Beaucoup d'agents, vous pouvez vous y attendre. On vous rappelle que vous pouvez bien évidemment souscrire à la chaîne, au podcast. On rappelle aussi que si vous êtes sur Apple Podcast, il y a des notes. Donc, les notes sont extrêmement importantes d'un point de vue visibilité. Je croyais que c'était des IA. N'hésitez pas à nous laisser, bien évidemment, le maximum d'étoiles possible. On est preneurs. Et puis, on vous remercie pour votre fidélité en ce début d'année. Et on vous dit rendez-vous très prochainement pour l'épisode 20. À très vite. À bientôt. À bientôt. Au revoir.